il y a plein de gens qui sont frustrés, qui disent: «Ah ouais, mais il fait ça, il fait chier, il est pénible». On se dit: «Bah non, en fait, si tu comprenais pourquoi il le fait, tu pourrais l'aider» et ça, je trouve que c'est un sacré cadeau de pouvoir sortir de ça et de pouvoir se dire: «Ben, voilà, il agit comme ça parce que c'est un cheval, avec des besoins de cheval et puis maintenant, mon boulot à moi, c'est de l'aider et puis qu'on puisse aller vers quelque chose ensemble». Bienvenue dans le tout nouvel épisode de Confidence équestre. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'accueillir Marie-Claude, qui est propriétaire d'un joli franche-montagne du nom de Knacky et ostéopathe animalière. Je connais Marie-Claude depuis maintenant 2 ans parce que j'ai la chance de l'avoir comme élève. Je l'accueille aujourd'hui parce que j'avais plaisir à vous partager son parcours équestre et la passion qu'elle met dans son activité d'ostéopathe. Bienvenue Marie-Claude dans ce 3e épisode de Confidence équestre. Merci, bah, merci de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir ici parce que je trouve que tu as tellement évolué depuis 2 ans avec ton cheval que ça me tenait vraiment à cœur en fait de partager l'aventure que tu as eue avec ton cheval et l'impact que ça a amené en fait dans ton métier d'ostéopathe. Mais je me réjouis que les auditeurs entendent ce que tu vas nous raconter. Présente-toi en 2 mots. Qui tu es? Bah, du coup, je m'appelle Marie-Claude, je viens du Jura, et puis je suis l'heureuse propriétaire d'un franche-montagne de 7 ans qui s'appelle Knacky et je suis vétérinaire de formation et j'ai fait une post-formation ensuite pour devenir ostéopathe. Maintenant, je travaille uniquement en ostéopathie, mais je mélange mon activité de vétérinaire dedans, ce qui est assez chouette, parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Donc, jurassienne expatriée à Fribourg, c'est ça? Oui, tout arrive. Ok, alors avant de poursuivre, j'ai toujours une petite tradition. Je vais te donner le clap et au dos du clap, tu vas écrire un mot, soit qui te correspond, qui t'inspire, Voilà, un mot. Tu vas l'inscrire à la craie. Fais juste attention, donc tu vas poser ton clap de côté, juste pas que ça s'efface, et on va le découvrir à la fin du podcast. Ça marche pour toi? Ça marche, ouais. Voilà. Merci. Pendant qu'elle écrit, on voit que, enfin, je ne sais pas si, pour les personnes qui nous écoutent, on a plein d'animaux autour de nous. Elle a pris sa chienne Aria, on a des chats un peu partout. Ça va très bien avec la thématique. Voilà, tu peux cacher le clap. Super. Donc, passons aux questions. Quand est-ce que les chevaux sont rentrés dans ta vie? Je pense que les chevaux ont toujours été dans ma tête, dans ma vie en vrai, quand j'avais 10 ans. J'ai tanné mes parents pendant des années pour que je puisse monter à cheval. Et puis, quand j'ai eu 10 ans, j'ai enfin eu le droit de prendre des cours. Donc voilà, depuis cet âge-là, ça s'est jamais arrêté. Donc, tu n'es pas du tout issu d'une famille de cavaliers? Absolument pas. J'ai grandi dans un village à la campagne, donc mes voisins avaient des chevaux. Il y a toujours eu des animaux pas très très loin, mais mes parents n'étaient pas du tout cavaliers. Non. D'accord. Donc, en fait, le virus, tu ne sais pas trop où tu l'as attrapé? Non, non, c'est le virus des animaux en général est bien bien présent, mais les chevaux c'est spécial, c'est les chevaux. C'est les chevaux. Et Knacky, de son vrai nom, rappelle-moi, parce que c'est Alors, son petit nom, ça, ouais, Knacky. Knacky c'est son surnom. En vrai, il s'appelle Nick Knack. Et puis le surnom est venu quand on est allé le chercher parce que c'était un peu long. Je trouvais le nom pas incroyable. Et puis l'ami qui était avec moi m'a suggéré Knacky et ça allait assez bien. Et lui, il est rentré quand dans ta vie? Ça fait 3 ans. Ça fait septembre il y a 3 ans, donc ouais, tout bon. Parle-nous de Knacky. Comment il est rentré dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec? Knacky, c'est mon premier cheval. Donc depuis, quand j'étais enfant, ado, jeune adulte, j'ai toujours monté les chevaux des autres dans des centres équestres ou chez des amis éleveurs. C'était très chouette, mais ça venait gentiment le moment d'aller un petit peu plus loin. Moi, je rêverais vraiment de cette relation unique avec un être spécial et puis de construire tout ça. J'ai pris le temps et puis j'ai bien galéré pour le trouver. C'était une année, je voulais absolument un franche-montagne parce que je dis toujours que c'était contre ma religion d'avoir une autre race qu'un franche-montagne.
Mais c'était une année en plein Covid ou post-Covid où le marchait très très fort en fait. Et à cette période-là de l'année, il n'y avait plus rien. Et j'ai pas mal galéré pour trouver un cheval qui me convenait. Je trouvais super difficile de faire son choix. Et en fait, je me suis retrouvée dans une vente avec 30 chevaux, tirée par la main par une amie qui m'a dit « Mais faut que tu y ailles, tu vas trouver ». Et puis il était là. Et je sais pas pourquoi, mais bah, j'ai flashé. C'était vraiment, Coup de cœur. c'était vraiment un coup de cœur. C'est le seul cheval qui venait chercher le contact avec l'homme. Il avait vraiment quelque chose dans le regard qui m'a touchée. Et puis moi qui suis d'habitude plutôt quelqu'un de très réfléchi, à prendre quelques jours pour prendre une décision, bah, j'ai tapé dans la main dans l'éleveur, puis j'ai dit c'est bon, je vais le chercher demain. Donc voilà, c'était ça. J'adore, c'est C'était excellent. lui. Est-ce que Knacky, ou les chevaux en général, est-ce que ça a été un moment clé dans ta vie? Est-ce qu'ils t'ont apporté des moments où tu avais besoin de quelque chose? Est-ce que ça a été un pilier dans ta vie, les chevaux? Oui, 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 toujours. Quand j'étais, bah, je pense comme beaucoup d'ados, j'étais pas forcément super bien dans mes baskets. C'était vraiment ouais, l'échappatoire qu'on avait. On partait avec ma meilleure amie, on allait se planter dans un pâturage et puis on regardait les chevaux ou on allait à cheval. Enfin, c'était vraiment, c'était génial. C'était un échappatoire tout le temps. En plus, moi, je déteste être enfermée, donc c'était aussi un moyen d'être tout le temps dehors. Et puis après, Knacky, quand il est arrivé, ben, c'est euh, c'est c'est un moment clé de ma vie parce que ça a été un sacré tournant dans mon évolution équestre et dans mon évolution personnelle. J'avais déjà mis des choses en route, mais là, ça a été, il m'a poussé assez vite et assez loin à évoluer. Donc ouais, il a une importance immense, ouais. Donc sans lui, tu ne serais pas forcément la même personne Non, aujourd'hui? non, non, ni au privé, ni dans mon travail. Je pense que ouais, ça a bousculé beaucoup de choses. Ouais. Mais justement, par rapport à ton travail, on va y revenir après. C'est pour ça que pour moi, c'est important. En fait, cette interview, il sera en deux temps, en réalité, parce que c'est important pour moi qu'on apprenne à connaître Marie-Claude la cavalière pour comprendre Marie-Claude l'ostéopathe. Le 15 novembre 2022, et oui, j'ai fait mes recherches, je reçois un message vocal de Marie-Claude pour me demander des cours. Donc là, déjà, moi, je n'avais pas conscience que finalement, une amitié allait naître de ce message vocal. Je l'ai réécouté ce matin, je l'ai toujours. C'est drôle. Oui, c'est vrai, c'est vraiment drôle. Et je vais te lire une phrase. Donc, mon but est d'avoir un partenaire et pas un esclave dans mon travail avec lui et de mieux gérer nos émotions. J'avais envie que tu expliques ce message et surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à trouver un prof pour t'accompagner? Qu'est-ce que tu recherchais? Bon, déjà, Knacky, c'est un cheval qui a beaucoup de sensibilité. C'est quelque chose que je recherchais parce que c'est vraiment un trait de caractère que j'apprécie. Mais ça a des super avantages, mais paradoxalement, il y a aussi des moments où c'est un peu difficile à gérer vis-à-vis des peurs, de beaucoup de choses. Je sentais bien il y avait des moments où en fait ce qu'on faisait c'était pas ok pour lui. Moi j'ai beaucoup de sensibilité aussi, donc je sens vite quand la pression elle monte. Je suis pas quelqu'un de très téméraire, donc je pense que ma zone de confort elle est aussi vite dépassée. Et mon but avec lui, c'était de créer une relation, pas juste d'être un cavalier sur un cheval. Je voulais qu'on soit. Je voulais arriver à ce rêve du binôme, en fait. Il y a toujours ce mythe du centaure. Moi, c'est ça que je veux avec mon cheval. Je veux pas des prouesses techniques. Je veux juste qu'on soit un et puis pas deux entités séparées. Voilà. Juste que ça soit vraiment, vraiment un binôme, quoi. Et il y a moi, je suis très intéressée par le dressage, mais par la finesse qu'on recherche dans le dressage, justement par le fait que les aides s'effacent et puis qu'on a l'impression que le cheval effectue les choses seul. Mais dans l'aspect purement technique, je commençais à pas tout à fait me retrouver et ça répondait pas vraiment à toutes mes questions.
accessoirement, j'avais eu l'occasion de voir Andy Boots en démo à Lyon, à Equita Lyon, il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années. Et je m'étais dit, bah, tiens, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et bah, justement, je cherchais quelqu'un qui allait dans cette ligne-là. C'est comme ça que j'étais tombée sur ton numéro. Voilà. Bah, écoute, je suis bien contente. Hein. Oui. Bah, ça va très bien parce que tu as introduit ma prochaine question. Donc, en parallèle de nos cours, tu as décidé d'entreprendre la formation BFEE1, qui est le brevet d'enseignant en équitation, le brevet fédéral d'enseignant en équitation éthologique en France. Qu'est-ce qui t'a poussé à inscrire cette formation, sachant que tu n'avais pas forcément envie d'enseigner? En fait, c'est un peu la rencontre avec toi, avec d'autres personnes qui faisaient des cours avec toi ou avec Elodie. Je trouvais qu'il y avait une super dynamique dans ces stages, dans tous ces gens. Il y en avait plusieurs qui avaient démarré ce BF. Et puis, c'était une jolie opportunité de te mettre des objectifs et puis d'avancer un petit peu plus directement vers mon but. Je suis quelqu'un qui a un immense besoin de comprendre ce que je fais. J'ai pas cette faculté de faire et puis de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment, vraiment besoin de comprendre le but des exercices pour pouvoir en faire quelque chose. Et puis, bah, ces formations en ligne, et celle-là, bah, avec l'exigence du cursus pro, je trouvais que bah, c'était un bon cadre à ça, parce qu'il y a vraiment toute cette partie où on explique pourquoi on fait les choses, qu'est-ce que c'est le but pour le cheval. Et puis moi, ça m'a beaucoup nourri en fait, cet aspect-là. Juste de pas juste faire dérouler des exercices pour les dérouler, mais de comprendre où on voulait aller avec ça. D'avoir fait cette formation ou de te rapprocher de tout ce qui est équitation éthologique et tout ce qui englobe donc compréhension du cheval, ça t'a amené ce qui te manquait dans le dressage? Oui, oui, oui. Je trouve qu'il y a beaucoup. J'ai j'aime bien bouquiner, donc j'ai lu aussi quelques grands maîtres de dressage, hein, Oliveira et ces gens-là qui ont beaucoup écrit sur le dressage à l'époque. Et en fait, en écoutant Andy parler, il y a plein de moments où je me dis, mais en fait, toutes ces choses-là étaient déjà dites. Pas forcément aussi bien expliquées, mais tous ces principes sont déjà là dans l'équitation depuis extrêmement longtemps. Et je trouve que la grande force de l'équitation éthologique, telle qu'on commence à la pratiquer maintenant et à la transmettre maintenant, bah, c'est de simplifier beaucoup de ces concepts. Bah, bêtement, on parle des centres de main, des centres de jambes quand le cheval répond bien. C'est tout bêtement l'arrêt des aides qui permet au cheval de comprendre que l'action qu'il a effectuée était juste. Et moi, j'ai trouvé génial parce que je me suis dit, en fait, tout ce qui me plaisait déjà dans le dressage, et ben, c'était ces aspects-là. Et c'est quelqu'un qui a enfin, c'est un cursus où il y a vraiment cette faculté d'expliquer et de simplifier tous ces termes qui sont des fois un petit peu abstraits pour un cavalier pas initié. Donc ouais, ça a bien relié en fait ces deux disciplines qui m'intéressaient. Et puis je pense qu'en fait c'est pas du tout des choses qui sont éloignées en fait. On parle exactement la même langue, simplement la science s'en est mêlée, on a expliqué les choses, on a expliqué les concepts d'apprentissage chez le cheval, et puis ça a juste mis des termes scientifiques sur des choses qui étaient déjà comprises depuis longtemps. Du coup, ça rejoint tout à fait parce que Andy Booth, il nous dit souvent dans notre cursus, vu que pour ceux qui, je pense, peut-être certains ne le savent pas, mais j'ai aussi suivi les 3 ans de formation auprès de Andy, mais souvent, il nous répète que l'équitation éthologique, c'est pas une discipline, c'est pas séparable du reste. Donc, je retrouve ça dans tes propos sans t'avoir même posé la question. Donc, clairement, pour toi, c'est indissociable les deux finalement. Ça se rejoint. Oui, c'est simplement... c'est une base qu'on devrait tous avoir, en fait. C'est pas une volonté de faire absolument de la pub pour une méthode, c'est simplement que je trouve que de comprendre ces choses-là,
ça simplifie tellement la vie et puis ça enlève tellement de frustration. Ils le répètent beaucoup, hein, pendant le cursus, mais c'est vrai et c'est maintenant après, oui, 1 année et demie après le début de cette formation, presque 2 ans après le début du travail avec toi, quand je discute avec d'autres cavaliers qui sont pas forcément passés par ça, je me dis: «Mais purée, mais qu'est-ce qu'il y a comme malentendu, en fait?» C'est bête et c'est dommage. Il y a plein de gens qui sont frustrés, qui se disent: «Ah ouais, mais il fait ça, il fait chier, il est pénible». On se dit: «Bah non, en fait, si tu comprenais pourquoi il le fait, tu pourrais l'aider». Et c'est et ça, je trouve que c'est un sacré cadeau de pouvoir sortir de ça et de pouvoir se dire: «Ben, voilà, il agit comme ça parce que c'est un cheval, avec des besoins de cheval et puis maintenant, mon boulot à moi, c'est de faire en sorte de l'aider et puis qu'on puisse aller vers quelque chose ensemble». C'est beau tout ce que tu racontes. Franchement, c'est beau, c'est beau. Du coup, ça m'amène à la suite, c'est que presque 2 ans après, maintenant qu'on se connaît et que tu as commencé tout ça, en quelques mots, comment pourrais-tu faire le parallèle entre la Marie-Claude d'avant et la Marie-Claude de maintenant? Alors ça, c'est une sacrée question. Ou de ton cheval, tu peux englober Ouais. ton cheval, tu peux t'exprimer au nom du binôme. Oui, oui, je pense que pour notre binôme, en tout cas, pendant ces 2 années, on a fait vraiment un immense saut en avant. Je sais pas si, pour quelqu'un qui nous regarderait travailler, c'est aussi flagrant que ça, mais moi, je me rends compte vraiment en fait, on a tissé un lien. Maintenant, il y a plein de petits détails que je note. En fait, je vais donner un exemple concret parce que ça me vient maintenant et puis je pense que ça sera plus parlant que des grandes théories. Il y a pas longtemps, on a abordé ensemble le travail aux longues graines. On a commencé à traîner des choses derrière le cheval. Je pense qu'il y a 2 ans, je serais passée 100% à côté des petits signaux de stress. Il froissait un peu les naseaux, il plissait un peu les yeux. C'était des détails, mais là, maintenant, aujourd'hui, je me dis: «OK, c'est pas 100% OK pour toi, mais c'est pas grave». Je pense qu'il y a 1 année en arrière, je me serais dit: «OK, t'es stressée, au secours, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait faux?» Et tu l'aurais peut-être pris plus je personnellement aussi. Oui, 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 moi j'avais tendance à le prendre personnellement dans le sens, «Purée, mais qu'est-ce que je fais faux? Et puis j'arrive pas à t'aider» et puis ça mettait beaucoup d'émotions chez moi, beaucoup de panique à me dire: «Purée, mais je serai jamais digne de ce cheval, en fait». Et là, maintenant, je me dis: «Bon, bah, j'observe, c'est OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux?» Et puis on dialogue. Au lieu d'être chacun très, très vite dans nos émotions de stress et de se séparer, en fait. Parce que je pense, même depuis le début, c'est un cheval qui a beaucoup, qui tisse facilement du lien avec les humains. Je trouve, il vient volontiers, il a quelque chose de très doux, dans sa façon d'interagir avec l'humain. Et puis ça, je pense que déjà au départ, ça a mis un lien assez facile entre nous. Mais il y a plein de moments où on s'éloignait parce que lui, il était stressé, moi je savais pas comment l'aider, ça me faisait peur. C'est un grand cheval qui a beaucoup de force, puis je me disais: «Purée, je sais pas si je vais gérer». Et puis, maintenant, on a beaucoup plus de clés pour se réunir. C'est, ouais, il y a encore des moments où on se perd, mais c'est moins souvent et ça dure moins longtemps. Je crois elle t'a adopté, elle est bien installée, hein. Je suis un arbre à chat. Ah oui, Oui. elle aime bien aller voir nos invités. Émilie, qui était notre invitée de nos derniers podcasts, elle y a aussi le droit. Tu es une cavalière très perfectionniste, minutieuse. Moi, j'adore parce que des élèves comme toi, je donne les devoirs, les exercices sont faits, tu avances. Enfin, c'est juste génial d'avoir des élèves qui sont comme ça. Mais j'avais envie d'aborder la thématique avec toi parce que je sais aussi que ça a pu te desservir à certains moments, il me semble, parce qu'on a souvent échangé sur le sujet. Et j'aimerais un peu avoir justement ton point de vue par rapport à ce côté perfectionniste. Alors moi, je dirais plutôt que c'est quelque chose qui me sert. Quand c'est géré, ça va. Non, je pense que pour les gens autour de moi, des fois, ça doit être un peu chiant, voire très chiant. Mais moi, c'est vraiment un truc qui... Je sais pas si j'ai envie de dire que c'est du perfectionnisme ou une grande curiosité aussi.
c'est un peu mélangé parce que Plus tu veux j'ai toujours plus j'ai apprendre. j'ai vraiment envie d'apprendre, de comprendre et puis je j'aime pas trop faire les choses à moitié. Effectivement, c'est ce qu'on dit des perfectionnistes, mais je trouve que, c'est tellement intéressant que moi je veux aller jusqu'au bout, quoi. Et oui, effectivement, il y a des fois où si je suis fatiguée, ça peut être difficile parce que je me dis que c'est jamais, que j'arrive jamais à avoir quelque chose de parfait, mais ça m'arrivera. Ce n'est pas possible dans la vie. Mais non, dans l'ensemble, je trouve que c'est hyper utile parce que ça pousse à aller chercher toujours, des autres infos et puis, à se nourrir de plein de choses pour avancer. Donc c'est Ça, plutôt une force pour toi pour avancer, parce que des fois ouais, on peut, le perfectionnisme, ça peut être aussi quelque chose où on se cache derrière pour, parce qu'on n'ose pas franchir un cap. Toi, c'est plutôt un moteur. ouais, 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 parce que je pense que si j'avais pas ce trait de caractère-là, je serais peut-être pas allée chercher toutes ces choses. Tous ces trucs où me serais peut-être dit: «Bon, bah, la relation avec mon cheval, c'est pas si mal, on s'entend bien, tout ça». Je me serais peut-être contentée de ça, tandis que là, je veux pas que ça soit pas mal, je veux que ça soit vraiment très, très bien et ouais, je pense que c'est plutôt un moteur. Ouais. Une qualité. J'avais envie d'aborder aussi avec toi la gestion des émotions, parce que c'est quelque chose que, quand on parle d'émotions avec les chevaux, qui est souvent tabou, qu'on met en sourdine. On est dans un milieu où on a peur des fois de dire qu'on a peur, simplement, Mmh. qu'on est dépassé par les émotions, qu'on a perdu nos nerfs, simplement, qu'on a été injuste avec son cheval parce on a craqué ou qu'on a pleuré. C'est vrai que de mon côté, où j'ai eu un cursus très sportif, c'est quelque chose où on n'ose pas en parler, on n'ose pas le dire. Et je sais que toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'émotions quand tu es avec tes chevaux. Bah, tu as aussi eu ces phases où on en a parlé, où tu as pu avoir peur. À des moments, tu avais peur de ton cheval. Et j'aurais bien envie qu'on en parle, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter, pardon, et ça va leur faire écho, et peut-être que ça va les aider à accepter ces émotions-là. Et par quoi Mmh. tu es passé, en fait? C'est aussi une vaste question ça. Dans le cursus avec, Andy là, on parle beaucoup de la désensibilisation des chevaux, et dans la désensibilisation, on parle des seuils de tolérance et pas mal de choses comme ça, hein, de dépasser gentiment nos limites mais sans les exploser. Heu, quand on a abordé toute cette partie-là, bah, il y a beaucoup, beaucoup de moments où je me suis dit: «Mais en fait là, je crois qu'on parle plus de moi que du cheval». Parce que, bah, effectivement, je suis pas quelqu'un de très téméraire. J'ai besoin de savoir que je gère les choses pour pas me retrouver en situation de stress. Bah, avec les chevaux, on peut pas toujours, hein, on a quand même 600 kilogrammes de pleine puissance, dans les mains et du coup, il y a des moments où j'avais peur et je peut-être plus que d'autres gens parce que je sens vite quand ça monte chez moi et je sens vite quand ça monte chez lui. Et c'est une émotion, la peur, que tu avais. J'ai toujours facilement ressenti ça. Ouais. Et t'osais en parler un petit peu ou pas forcément? Oui, puis non. Je pense que je l'ai quand même un peu caché. Après, j'ai pas une grande faculté à beaucoup, beaucoup cacher les choses. Chez moi, ça fait vite cocotte minute et ça pète. Donc quand c'est trop, en général, on le voit assez vite. Ça me fait penser à un certain cheval du nom de Knacky Oui, aussi. oui. Ah, il me semble, hein. On dit toujours que les chevaux font miroir, mais je pense qu'on a les deux, ce côté où on prend sur nous, et puis au bout d'un moment, c'est trop, et puis on perd les pédales. Et je crois que j'ai eu assez vite conscience, hein, de cet effet miroir. Et du coup, quand je le voyais dans ces états-là, je me disais, mais toi, en fait, t'en es aussi là dans ta gestion des émotions, là, maintenant. Donc, bosse dessus. Mais effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui est pas facile à exprimer. On ne peut pas toujours en parler à son prof ou aux autres cavaliers parce que moi, il y a des moments où j'ai vu d'autres gens qui partageaient la même écurie que moi faire des choses. Je me dis, mais vous avez envie de mourir là maintenant. Puis pour eux, c'était 100% OK.
c'est pas simple, hein. On a tous vraiment notre seuil de tolérance, en fait, finalement. C'est vraiment ça. Je suis assez convaincue que si on veut devenir un bon cavalier, il faut bosser là-dessus à côté. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que sinon, je pense que je m'en sortirais pas. C'est bien, c'était justement ma prochaine question. C'est merveilleux, tu introduis parfaitement la suite. Donc, c'est Ouais. justement savoir qu'est-ce que tu as mis en place. Parce que, bah, je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Moi, je sais que d'avoir compris les chevaux et comment ils fonctionnaient, ça m'a énormément aidé dans la gestion de mes émotions. Oui, Parce que du coup, quand on comprend les chevaux, on le prend moins personnellement, on peut mieux agir et du coup, on est moins dans l'émotivité, comme les oui. chevaux. Et du coup, mais des fois, ça suffit pas. Et c'était ma Non. question suivante, c'était justement savoir qu'est-ce que tu as mis en place pour t'aider dans ces gestions des émotions, dans la gestion des émotions. Je fais beaucoup de travail de développement perso. J'ai trouvé quelqu'un qui me correspond bien et puis qui me suit régulièrement parce que bon, j'avais besoin aussi. De nouveau, c'est un besoin de comprendre en fait pourquoi à certains moments il y a des choses qui me sautent à la tête et que j'arrivais pas à gérer. Euh, et puis qu'est-ce que je pouvais faire à ce moment-là. Et plus ça avance, plus je me dis, et finalement ça vaut aussi pour le travail avec les chevaux, plus je me dis en fait la solution c'est pas de plus avoir d'émotions, parce que des fois c'est un peu ça qu'on chercherait, je veux plus avoir peur, je veux plus m'énerver, tout ça, puis en fait on est humain, et il y a des moments, des jours où on n'est pas en forme, on gère moins bien, et puis du coup ça monte plus vite. Je crois simplement qu'avec le travail, c'est des phases qu'on moi, j'ai des fois l'impression de faire un peu du dédoublement de personnalité. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui passait par en dessus, puis qui disait ah tiens, là, t'es en train de perdre les pédales. Et du coup, ça met un petit peu de recul et ça permet que ça dure simplement. C'est moins fort et ça dure moins longtemps. Mais après, ça arrive quand même, quoi. C'est C'est plutôt les comprendre et apprendre à les gérer. Oui, c'est ça, c'est les comprendre, apprendre à les gérer, apprendre à se connaître, à savoir où sont nos limites. Et puis après, de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans ses limites. On peut gentiment essayer de gratter à son rythme pour les dépasser. Mais ouais, moi, je pense que ça fait vraiment partie du travail avec les chevaux. Que de travailler sur nous-mêmes De aussi. travailler sur soi, ouais, hors contexte piste. Si tu devais donner un conseil à des gens qui sont passés par un peu le même chemin que toi, le fait d'avoir certaines peurs avec ton cheval, des fois le fait d'avoir des émotions comme ça, quel conseil tu pourrais leur donner? Restez pas seul. Ouais. Je trouve que maintenant, c'est un peu cash de le dire qu'on n'a plus d'excuses, mais il y a plein d'outils sur des cours en ligne comme les steps d'Andy par exemple, pour en citer un, mais ça en développement perso, en plein de choses. Il y a les réseaux sociaux, enfin il y a moyen de trouver des gens pour s'aider. Alors oui, il y a beaucoup de choses et des fois c'est pas facile de trier, mais des fois il faut juste mettre le pied dedans et puis on va peut-être faire un stage, ça sera peut-être pas la personne parfaite, mais on va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qui dira ah bah tiens moi je bosse avec celui-là, tu veux pas essayer, et ça avance. Parce que si on reste tout seul, en fait on tourne dans notre truc, on n'avance pas, on est de plus en plus frustré, on a de plus en plus peur, et puis il n'y a jamais rien qui s'arrange. Donc, Finalement, c'est qu'une question de volonté, parce que maintenant on a tout à portée de main. Ouais, je trouve. Après, il y a des situations plus difficiles que d'autres, hein. Des fois, c'est compliqué de se mettre en route, mais je pense que si on reste seul, en tout cas, on n'en sort pas, quoi. Ou difficilement. Donc là, je te propose de faire un petit jeu. J'ai sélectionné quelques photos et j'avais envie que tu me dises qu'est-ce qu'elles représentent pour toi, les émotions, en quelques mots, un petit peu l'histoire de cette image. Ok, tu es prête? Oui. J'ai fouillé dans ton Facebook, hein, je te préviens. C'est pas grave, ça ira. Voilà la première. Ouais, celle-là, je pense que c'est clairement une de mes photos préférées, hein. C'est juste le lien qu'on a les deux, Knacky et moi. Elle te provoque de l'émotion, celle-là? Oui, beaucoup. Je trouve que c'est un immense cadeau d'avoir tout ça avec lui. Et puis sur cette photo, ça ressort assez fort, quoi. Je suis hyper touchée de l'avoir dans ma vie. Par rapport à ce que tu nous expliquais en début d'interview, pour moi, c'est vraiment
elle reflète vraiment ce que tu m'as dit, c'est-à-dire d'en faire vraiment un partenaire, cette recherche, quand tu t'es rapproché de l'équitation mythologique, c'est cette recherche du lien. Et je Oui. trouve que cette image, elle transmet vraiment ça, en fait. Je Mhm. l'aime beaucoup aussi. Ouais, elle est vraiment très belle. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous regardez via le podcast, via YouTube, on met les petites photos en bas de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aussi voir ces images et comprendre les mots que Marie-Claude, elle met dessus. La prochaine. T'es prête? Oui. Celle-ci. Celle-là, c'est un bon résumé de où c'est chez moi. Ouais, le Jura, c'est ma terre et mes racines et tout ce qu'on veut de clichés, mais c'est comme ça. Et puis c'est très, le lien avec la terre là-bas est très fort. Et Ouais. surtout, en commentaire de cette image, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est « J'ai aménagé à Fribourg, mais je ne peux pas renier mes terres. » Et tu as mis ce drapeau pour ça, en fait, pour affirmer Oui. que tu étais jurassienne. Le drapeau, pour la petite histoire, il est arrivé dans mon studio à Berne quand j'étais aux études. Il me manquait un rideau et c'est ma maman qui me l'avait offert pour faire rideau parce que elle a beaucoup milité pour le Jura libre et du coup c'était assez sympa d'avoir un rideau Jura en ville de Berne et il m'a suivi dans tous mes apparts. Il est chez moi, enfin chez nous actuellement encore, il est toujours là. J'adore ces anecdotes. La suivante, j'ai fait appel à une de tes amies pour la voir. D'accord. C'est celle-ci. Celle-là, elle est toute fraîche. Elle date du week-end dernier. Je pense que c'est un bon résumé d'une des premières questions que tu m'as posées. C'est où t'en es 2 ans après. En fait, j'en suis là. Je peux partir en rando à cru en licol avec mon cheval. Et ça, franchement, je pense que... Il y a quelques années, j'aurais pas imaginé faire ça comme ça, chill, en me disant il y aura pas de problème et puis on y va. C'était quelque chose il y a 2 ans qui était inimaginable pour toi. Ouais, c'était dans ma liste de choses que je voulais, enfin d'objectifs ultimes, c'était de pouvoir galoper à cru dans la forêt en licol. Voilà, c'est fait. Et la dernière chose, je n'ai pas réussi à trouver la photo parce qu'il n'y en a pas. Donc il va falloir qu'on remédie à ça. C'est si je te montre ça, c'est pas un sac. Ah oui, c'est pas un sac, oui. Et que je te montre une cordelette parce que je n'ai pas trouvé de photo de toi en cordelette à pinsac, mais on en a beaucoup parlé. Oui. Ouais, alors ça, franchement, de nouveau, hein, c'est ces petits moments où c'était une joie de gosse en fait. Je trouve quand on est adulte, on n'a pas souvent l'occasion de pleurer de joie comme ça juste parce que il nous arrive un truc qu'on n'aurait jamais pensé réaliser. Et puis là, franchement, sur la carrière de Pinsac, de se retrouver à 8 chevaux en train de galoper en cordelette, c'était incroyable. C'est un des plus jolis moments de ma vie de cavalière. J'ai pleuré, mais comme une gamine. Oui, et puis ce qu'on peut dire, c'est que je dirais moins d'1 an avant, si ce n'est même pas 6 mois avant ça, tu pleurais également, mais de peur de galoper avec d'autres chevaux dans le manège et tu étais en filet ou en licol. Donc ça montre l'évolution. C'était des larmes, mais pas du tout les mêmes. Oui, en fait, le tout premier stage qu'on avait fait, organisé par Horse Affinity, là, je me vois encore quand Nadia nous a demandé de galoper, là, reine longue, hein, donc il y avait quelque chose sur la tête du cheval, je me suis décomposée. Je me disais, c'est pas possible, ça va pas aller, je vais mourir là tout de suite maintenant. Et puis, en fait, une année après, parce que c'était au tout début de ma formation de BF, on se retrouve sur cette énorme carrière là elle est juste gigantesque, en train de faire ça en cordelette. Je me disais, ouais, ça avance, les choses avancent, c'est chouette. Pour conclure cette partie cavalière, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée quand je t'ai donné cours. Et voilà, quand on enseigne, il y a des fois des phrases comme ça qui nous marquent. Et tu m'avais dit à l'issue d'un cours, si j'avais dû dessiner un cheval quand j'étais petite, si j'avais dû dessiner le cheval de mes rêves, j'aurais dessiné Knacky. Et c'est une phrase qui m'a marquée et j'ai trouvé ça tellement beau que j'avais envie de le partager à nous. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai, il est juste
il est parfait. C'est Ben, j'ai pas vraiment de mots pour décrire ça parce que c'est assez proche d'un coup de foudre, d'un humain avec un autre humain, mais c'est avec un animal. Oui. C'est juste, c'est un sacré cadeau et puis, c'est un sacré, il y a du boulot Ouais. pour être digne de Trop ça. bien. Ouais. Maintenant, je te propose qu'on passe à MC ostéopathe. Oui. Voilà. Donc, explique-moi ton métier d'ostéopathe, mais juste en quelques mots, surtout Oui. ton parcours. Voilà, expliquer qu'est-ce que tu fais. Oui, j'étais vraiment fascinée par les chevaux, donc je voulais un métier en rapport avec ça. J'ai choisi celui de vétérinaire parce que ça permettait de travailler quand même tous les jours en contact avec les animaux. Mais la pratique manuelle, donc le fait de pouvoir soigner avec ses mains, pour moi, ça avait vraiment un effet fascinant. Je me disais, c'est quand même assez génial ces gens qui arrivent à aider avec rien, juste avec leurs mains. Ouais, je trouve ça assez magique et j'avais très très envie d'apprendre à le faire. Donc je me suis formée comme vétérinaire, j'ai travaillé une dizaine d'années dans ce métier-là. En parallèle, j'ai suivi une formation d'ostéopathie pour vétérinaire et voilà, maintenant j'exerce comme ostéo. Mais pas que sur les chevaux, c'est Non, bien pas juste que ça. sur les chevaux, vaches, chiens, chats aussi. Oui. En ostéopathie, pour comprendre mieux le métier, est-ce qu'il existe une approche ou est-ce qu'il y a plusieurs types d'approches? Quelle est ton approche à toi? Non, des approches, c'est ce que je trouve génial dans ce métier-là, c'est que des approches, il y en a énormément. Il y a plein de façons de manipuler. On peut vraiment être dans ce qu'on appelle l'ostéopathie structurelle, hein, c'est l'image classique qu'ont les gens de l'ostéopathie, Ça craque. où on fait craquer, où on manipule. Il y a ça, il y a toute une partie où on s'occupe plutôt des organes internes, hein, c'est l'ostéopathie viscérale, on peut travailler sur les fascias. Il y a vraiment plein de choses sur les émotions aussi. Il y a plein de facettes à cette pratique. Et je trouve ça assez génial parce que du coup, on peut vraiment modeler en fonction du patient qu'on a. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire euh, quand j'ai un cheval, un chien ou n'importe quoi dans les mains. C'est de me dire, voilà, de quoi tu as besoin aujourd'hui, comment je peux t'aider sans trop te sortir non plus de ta zone de confort, parce qu'il y a des animaux, par exemple, qui ne supportent pas les manipulations où ça craque. À ce moment-là, c'est trop pour eux et il faut aussi respecter ça. Donc je trouve que ça demande une grande écoute, Une adaptation. beaucoup d'adaptation, mais c'est suffisamment riche pour qu'on ait des clés pour s'adapter. Moi, il y a quelque chose qui m'avait frappée quand tu as manipulé mes chevaux, surtout, je crois que c'était avec Tomek. J'ai eu le sentiment, en fait, que tu parlais avec l'animal, que tu discutais avec l'animal, au point que je me suis même demandé si tu faisais de la communication avec les animaux. Et c'est vraiment quelque chose, je t'en ai jamais parlé, et c'est quelque chose que j'en avais parlé autour de moi en me disant, mais je me demande si elle fait de la communication animale. J'avais vraiment l'impression que tu entretenais un dialogue, parce que tu m'as sorti des choses sur mon cheval que je t'avais pas forcément dit, mais que tu as su dire. Alors, je ne fais pas directement de communication animale. Je suis assez convaincue qu'on peut le faire. Moi, je ne me suis pas formée là-dedans. Quand j'ai un cheval dans les mains, je n'ai pas forcément des mots qui viennent. Par contre, il y a beaucoup de sensations qui viennent. C'est un peu la force de mon caractère très sensible, hein, dont on parlait aussi dans ma vie de cavalière. Et c'est une chose qu'on a appris à développer aussi pendant la formation que j'ai suivie. Et c'est vrai que plus ça va, bien sûr, au début, on a besoin d'apprendre les techniques, de faire des choses un peu, pas schématisées, mais de respecter un peu un carcan pour se former nos mains, notre référentiel de base. Et plus le temps avance, plus j'aime faire ça parce que justement, plus je peux dialoguer. Plus je me dis, tiens, qu'est-ce que tu essaies de me montrer maintenant? Qu'est-ce qui sort? Des fois, j'ai aussi des émotions qui sortent chez moi où je me dis, qu'est-ce que ça peut cacher? Qu'est-ce que je peux en faire pour essayer d'aider le duo? Donc,
Là, ouais, pour répondre à ta question, la communication, j'en fais pas directement, Tu ressens des choses. mais je pense que mon corps sert un peu de filtre à ce qu'exprime le corps de l'animal, ouais. Ouais. Et on essaie d'en faire quelque chose, c'est ça qui est intéressant. Complètement. En 2022, tu as suivi une formation auprès de Ergonomie équestre, Eugénie Cotreau, Oui. c'est ça. Pourquoi tu as suivi cette formation? Parce que c'est un domaine qui m'intéressait pas mal à titre privé. C'est une formation, qu'elle offre justement pour les amateurs, hein, qui a pas de c'est pas un cursus professionnel, mais qui permet de mieux comprendre tout ce qui a trait à la selle et à son équipement. Je trouvais que c'était très intéressant à titre privé, bah, essayer d'offrir, ce qu'il y avait de mieux à mon cheval. Et puis, bah, c'est sûr qu'en ostéopathie équine, la question de la selle, elle revient quand même régulièrement. Justement, ouais. Ouais, je voulais plus de clés pour aider les gens. Après, plus ça va, plus j'ai tendance à dire aux gens, c'est pas mon métier. Moi, je pense que vous devriez contrôler, mais c'est pas à moi d'analyser une selle. Mais tu peux aiguiller, tu peux Exactement. mieux Oui, comprendre oui, finalement. oui, oui. J'essaie vraiment de mieux. Il y a tellement de paramètres autour d'un cheval, en fait, que je trouve que c'est primordial quand on pratique, avec eux, qu'on a un travail qui a trait à leur santé, comme l'ostéopathie, la médecine vétérinaire et cetera. Il faut qu'on connaisse tout ça parce que sinon on rate plein d'informations. Mais après, bah, on n'est pas obligé de pratiquer le métier en soi. On peut dire, bah, voilà, appeler un autre professionnel, mais il faut qu'on ait la conscience de ce que peut provoquer un problème de selle. Mhm. Ou de Pour que ça filet, fa voilà, pour que ça nous fasse Mhm. tilt et puis qu'on puisse aiguiller les gens, ensuite. C'est aussi pour ça que j'avais suivi cette formation, ouais. Et par rapport à la formation que tu as suivie du cursus NDBoost, euh, est-ce que ça a changé quelque chose dans la pratique de ton métier? Est-ce que tu vois les chevaux différemment? Est-ce que tu comprends les situations différemment? Le fait d'avoir compris comment les chevaux fonctionnent, est-ce que du coup, toi, tu es différente aussi dans ton approche avec les chevaux? Oui, je pense que la première chose, c'est que je suis beaucoup plus en sécurité quand je travaille. Il y a des patients qui sont plus délicats, qui ont plus de peine avec le contact ou qui sont très douloureux et où il faut vraiment le temps qu'ils nous fassent confiance pour qu'on puisse les aider et des fois, bah, ça reste, comme on disait, hein, c'est quand même 600 kilos avec des fers parfois, un coup de pied ça fait mal, Oui, ça fait parce des que tu sacrés dégâts. es proche des Bah, chevaux quand oui, même, oui, des on est fois. proche des chevaux. Moi, comme vétérinaire, j'ai déjà pris un coup de pied dans la tête, je sais ce que ça fait. J'ai pas envie de risquer ma vie chaque fois que je manipule un cheval et je pense que grâce à cette approche-là, je lis plus facilement les signaux Mhm. et j'organise aussi plus facilement la situation pour que je sois à l'aise, pour que je sois en sécurité et puis que s'il se passe quelque chose, Elle s'installe. on puisse être un peu à l'abri. Le risque zéro existe jamais, hein, ça, de toute façon. Mais est-ce que si tu Mais vois qu'émotionnellement c'est trop dur pour le cheval, maintenant est-ce que tu te dis j'arrête la séance, on reprend? Est-ce que tu as déjà été confronté, oui, peut-être que tu le faisais déjà avant, mais est-ce que du coup tu es plus sensible à ça ou tu arrives mieux à lire le seuil de tolérance du cheval et du coup dans ce cas-là tu dis non mais au propriétaire, bah non, peut-être que ça va pas le faire aujourd'hui ou... alors de vraiment arrêter complètement une séance avec un cheval, je ne sais pas si ça a déjà été le cas, mais effectivement, j'adapte beaucoup ce que je fais et j'explique beaucoup aux gens. Et maintenant que j'ai plus de clés pour expliquer les choses, je leur dis aussi volontiers, ben voilà, là, oui, le dos est, pour prendre un exemple, oui, le dos est tout coincé. C'est sûr, j'aimerais bien manipuler, mais là, c'est pas OK pour le cheval. On va faire autre chose, on va détendre, on va faire une première séance pour le mettre en confiance et peut-être on en fera une plus tard. Ça, c'est aussi des clés de lecture qui sont venues avec la formation. C'était déjà un peu là avant, mais je perçois aussi mieux les signaux, ça c'est sûr. Et puis un autre aspect, c'est l'aspect physique des chevaux. Je suis de plus en plus convaincue qu'on peut travailler un cheval parfaitement dans sa position en dressage ou comme ça, mais si mentalement il n'est pas prêt à ce qu'on lui demande, s'il ne comprend pas ce qui se passe, s'il est dans le stress,
le physique ne se développera pas. On a des chevaux avec des dos qui restent quand même très contractés. Je pense que cet aspect mental, il est primordial. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'Andy insiste beaucoup en disant c'est la première étape avant de mettre les disciplines, dressage, tout ce qu'on veut par-dessus. Et vraiment, pour avoir des chevaux régulièrement dans les mains, c'est vrai. Si on passe pas par cette étape de construction, de confiance, le corps du cheval ne se développe pas comme il faut. Finalement, on a des contractions musculaires, on a des attitudes qui sont plus figées, et puis on va vers des pathologies quand même à long terme, même si parfois l'exercice peut paraître parfaitement exécuté. Finalement, dans ce cas-là, ce sera plus un soin pansement. Oui, exactement. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours aux gens, hein, là, moi, je viens à un instant T, on fait la séance, on aide le cheval, mais après, le reste, la physio, en fait, c'est au cavalier de le faire. Puis je pense qu'il y a une physio musculaire, tout un travail musculaire qu'on peut faire, mais il y a aussi tout un entraînement mental. Finalement, c'est la même chose qu'avec un sportif, qu'avec un humain sportif. Il faut travailler sur tous ces aspects-là. Et les gens, ils sont assez réceptifs quand on arrive et qu'on dit, ben voilà, ton cheval est stressé parce que peut-être que la distension n'est pas assez bonne ou que son apprentissage n'est pas respecté. C'est quand même quelque chose où des fois ça grince un petit peu. Alors moi, j'avoue que j'aborde pas le sujet aussi frontalement. Parce que peut-être ça sera différent avec le temps, hein, mais je pense que si on braque les gens, on n'avance pas. Donc, je vais jamais dire à quelqu'un la détention joue pas, ou bien au niveau de l'apprentissage, vous respectez pas du tout votre cheval. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que le seul résultat, c'est que les gens vont pas rappeler en disant je ne sais pas qui c'est cette nana qui me rentre dans l'art comme ça alors que j'ai rien demandé. C'est pas ma philosophie. Mais j'essaie d'expliquer les choses. De nouveau, je pense que ça passe par la compréhension. Et puis petit à petit, je pense qu'on peut gratter gentiment. Des fois, il y a beaucoup de boulot. Mais il faut y aller petit à petit et puis essayer de faire comprendre les choses et de parler un langage aussi que la personne est capable de comprendre. Parce que c'est sûr, nous, on a plein de termes d'équitation éthologique, plein de trucs qui nous semblent hyper logiques. Mais si on en parle à un individu lambda, il va nous regarder genre je ne sais pas du tout quel langage tu me parles, parce que c'est pas forcément des choses qu'on aborde quand on est cavalier de manège et qu'on a toujours été dans un manège. Complètement. Donc il faut quand même il faut réussir à vulgariser, c'est une sacrée tâche. Et de nouveau, il faut garder en tête, je trouve que le but c'est d'aider le cheval, d'aider son cavalier et de les faire, de vraiment les faire avancer, pas de braquer le bipède. C'est bien. Penses-tu que ces connaissances, elles manquent dans le milieu professionnel, que ce soit des vétérinaires ou d'autres types de professions? Oui. Vraiment, et c'était vraiment flagrant dans ma pratique vétérinaire. Bon, on est souvent pressé, il y a les urgences, il y a les téléphones en même temps. En fait, à ce moment-là, c'est pas à nous de faire de la désensibilisation à la tondeuse. Hein. Quand le cheval est blessé, qu'il a une entaille de 20 cm et qu'il faut recoudre, c'est pas tout à fait le moment ni de désensibiliser à la tondeuse, ça, c'est le rôle du ni cavalier. de désensibiliser à une injection. Mais bon, des fois, on se retrouve quand même dans des situations où le cheval a peur, tout le monde est stressé, et puis il y a des choses que j'aurais bien voulu savoir quand j'ai fait les études. Parce que clairement, je pense qu'il y a des moments où on se met vraiment en danger. Et puis, comme tout le monde est en stress, ça monte dans l'énervement. Je pense que chez les professionnels, on devrait donner des clés pour se mettre en sécurité. Et aussi peut-être pour pouvoir dire aux gens, en fait, faites le boulot, parce que c'est pas là, à moi. C'est pas ton rôle. C'est pas mon rôle. C'est pas le moment. Le cheval n'est pas capable d'apprendre quand il est blessé et sur 3 pattes. Je pense vraiment que et cette conscience du danger, hein, qu'un cheval ça peut taper, ça peut mordre.
oui, un cavalier le sait, mais il y a plein de vétérinaires équins qui n'étaient pas forcément cavaliers avant. Et puis, je pense qu'il y a des attitudes, il y a des choses qu'on fait où on n'est pas du tout en sécurité. On entend des fois, ah mais mon maréchal, il a donné un coup de râpe, mon veto, il a donné un coup de poing, machin. Je suis complètement d'accord que ce n'est pas des gestes qui sont acceptables, mais quand c'est le 10e cheval dans la journée où finalement le pied passe pas loin de la tête, on peut comprendre qu'au bout d'un moment les nerfs ils lâchent. Oui. Et finalement, c'est important. Alors, le professionnel, il a ses parts de responsabilité, mais c'est surtout l'éducation du cheval. Oui. C'est son cavalier qui doit la faire. Et puis, mine de rien, vous exercez un métier dangereux. Et je pense que c'est aussi important de remettre les responsabilités là où elles sont. Et que les cavaliers, aujourd'hui, ils se disent que leur manque de connaissances et le manque d'éducation qu'ils mettent sur leurs chevaux, il n'y a pas qu'eux qui prennent des risques, mais il y a toutes les personnes qui sont autour. Mais c'est flagrant aussi dans certains milieux équestres, hein, où les gens ne sont déjà même pas en sécurité quand ils mènent leur cheval à la main. Ça, c'est un exemple, je pense que c'est l'exemple le plus flagrant, où cette éducation n'est déjà pas faite et ce geste de base est déjà dangereux en soi et les gens n'en ont pas conscience. Donc, ouais, le boulot, le boulot de transmission d'informations, on a encore du travail. On a encore du job, ouais. On est près d'être au chômage. Il y a une phrase que je vais dire que j'ai lue sur ton site internet que j'ai beaucoup aimée. Tu as noté « Soigner avec mes mains, c'est soigner avec mon cœur ». Je trouvais ça très beau. Ben oui, en fait, mon passage de la médecine vétérinaire à plus que de l'ostéopathie, il est venu parce que, justement, dans ces situations de stress, d'urgence, de tout ça, je me disais, mais je viens, j'essaie de soigner l'animal, hein, parce que c'est ça que j'ai envie, au fond de mon cœur, c'est ça que j'ai envie de faire, mais je suis juste une source de stress et de douleur. Tandis que quand j'ai un animal dans les mains pour une séance d'ostéo, j'ai du temps et tu disais avant que tu avais eu l'impression qu'il y avait une communication qui s'installait, et tu as de la place de le faire. Et moi, je pense que c'est hyper important dans un soin. Des fois, on n'est peut-être pas parfaitement juste dans la technique, mais l'intention qu'on y met, elle a un pouvoir immense. Et les chevaux sont tellement réceptifs à ça, enfin les chiens, les chats aussi, mais ils sont extrêmement réceptifs à ça et à cette envie qu'on a de les aider. Moi, c'est vraiment un truc que je fais avec le cœur, pas seulement avec mes mains. C'est vrai. J'adore. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le métier ? C'est long, mais moi, je conseillerais vraiment de passer par la case vétérinaire d'abord. Parce que je trouve que ça amène une objectivité et une ouverture d'esprit, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui est vraiment très très large. Je pense qu'il y a des ostéos sans formation vétérinaire avant qui ont suivi des très bonnes écoles et qui sont bons dans ce qu'ils font. Mais pour moi, je pense que si j'avais fait ça sans la partie vétérinaire avant, j'aurais toujours eu peur de passer à côté de quelque chose. C'est quelque chose qui est quand même très présent chez moi, hein, même maintenant. Mais là, avec mon parcours de vétérinaire, j'ai toujours ces petits signaux d'alarme où je me dis ça, si ça passe pas, c'est va faire des radios, va faire des examens complémentaires. Je sais pas si j'aurais ce level d'alarme aussi rapidement si j'avais pas été vétérinaire avant. Je trouve que c'est très très complémentaire. Donc c'est mon conseil. Après, c'est long. C'est sûr que ça fait 6 ans d'études de véto, plus un peu de pratique, plus 3 ans de post-formation ostéo. Mais ça vaut la peine. C'est hyper intéressant. Oui, et puis finalement, ça te permet après de faire le double métier. Tu peux faire une partie véto, une partie ostéo. Donc c'est riche finalement. Oui, c'est extrêmement riche. Et puis il y a un aspect que j'aime beaucoup, c'est que... On a le retour du chat. Je pense que
pour faire un bon soin, il faut aussi qu'on puisse discuter avec les autres personnes qui s'occupent de l'animal. Donc si j'ai besoin de référer un patient, je trouve aussi que c'est hyper intéressant de parler le même langage que le vétérinaire qui va faire les radios, puis de dire: «Bah, voilà, j'ai telle pathologie, il y a ça, ça et ça, mon Ça évite de sentiment perdre c'est du temps ça». aussi. Bah, ça facilite le dialogue, ça donne aussi de la pas de l'objectivité, mais, de, ah, je trouve pas le mot. Je vois, De la légitimité, on par rapport à ma pratique. on a notre staff qui nous Ouais, aide à retrouver heureusement qu'il est là. C'est, c'est hyper important de pouvoir dialoguer, au même titre que de pouvoir dialoguer tout d'un coup avec le prof d'équitation, puis dire: «Bah, voilà, j'ai un cheval hyper stressé, je pense qu'il faudrait pouvoir, l'aider à ce niveau-là». Donc ouais, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est celui-là. Aux propriétaires, les 3 conseils MC ostéopathe. Waouh, 3 conseils seulement? C'est Ah bah ouais, faut choisir, il faut choisir. regardez votre cheval. Ça, c'est mon premier conseil. J'ai souvent des gens qui me disent: «Oui, mais c'est quand le moment de faire une séance?» Et puis, et ben, je pense que quand on est tous les jours ou plusieurs fois par semaine avec son animal, on le voit. On voit le moment où ça commence à être moins bien, où c'est pas tout à fait comme d'habitude. Les signaux, on les reçoit. Donc, regardez votre cheval, il vous dira quand, ou votre chien, il vous dira quand c'est le moment. Ça, je pense que c'est Premier mon conseil. top conseil. Top conseil. Le deuxième, bah, je pense que c'est de nouveau, ça rejoint ce que je disais avant. C'est avant de vous préoccuper de l'aspect physique, du travail physique, travailler l'aspect mental. Si vous voulez un cheval qui se développe bien, et qui soit sain, c'est un corps sain dans un esprit sain, mais commencez par l'esprit sain. Parce que le corps, vous pourrez le travailler tout ce que vous voulez, si ça ne suit pas, ça ira pas. Fait 2. Ouais, ça fait 2. Et le 3e? Et 3, bah, trouver un praticien avec qui vous vous sentez bien. Et c'est important, hein. Ouais, je trouve qu'il y a plein de gens maintenant, on a une immense offre, c'est génial. Il y a de l'ostéo, il y a des massages, il y a des soins énergétiques, il y a plein de choses. Je crois que c'est quand même hyper important que les gens, ils se sentent bien avec la personne qui s'occupe de leur cheval, et s'ils ont un doute ou si ça se passe pas bien, ou bah, il faut en parler déjà avec la personne, mais il faut aussi s'écouter et se dire: «Si j'ai pas un bon feeling, bah, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne». Parce que, bah, l'animal, il est important, mais en fait, c'est un trio. Il y a le praticien, il y a le propriétaire et il y a l'animal. Et puis, il faut que ça joue aussi pour le propriétaire. Donc ça, je pense que, de nouveau, c'est une histoire de s'écouter et d'écouter les signaux qu'on reçoit. Mais ouais, pour le choix du praticien, je trouve que c'est aussi important. Si quelqu'un qui nous écoute a envie de faire appel à tes services, où est-ce que tu exerces? Où on peut trouver tes informations, les animaux que tu traites? Alors moi, j'exerce essentiellement sur les cantons de Fribourg, Vaud et Jura. Dommage pour nos amis français. Mais ils peuvent quand même Après, suivre tout se négocie dans la limite du raisonnable, par rapport au kilométrage. Donc, enfin voilà, s'il y a des gens ailleurs qui sont intéressés, ça dépend toujours un peu de la quantité d'animaux, Voilà, hein, et puis du temps qu'il faut pour y aller. Vous pouvez me trouver sur mon site internet. Mais il faudra que tu mettes le lien. Oui, je veux pas que je vous dise de bêtises. Je vais mettre les liens, les infos de toute façon Oui. en commentaire. Voilà. Donc là, il y a toutes les infos sur mon parcours, et puis les moyens de me joindre. Et puis Les animaux que tu traites. Les animaux que je traite, oui, bah oui. Tout sauf les oiseaux. Non. Et les humains. Et les humains. Ouais, toujours les deux pattes, c'est pas mon Oui, domaine. bah oui, les deux pattes. Mais non, essentiellement, les chevaux, les chiens, les chats, les bovins aussi, de plus en plus. On a la chance d'avoir un bon terreau. Ah, oui. Oui, un terreau assez fertile pour ça en Gruyère. Oui, oui. J'ai quelques patients alpaga, lama aussi, lapin. Mais dans l'absolu, en fait, on peut traiter n'importe quel être vivant.
Les oiseaux, je faisais la petite blague parce que moi je ne peux pas. Je suis phobique. Ah, Mais voilà pourquoi. c'est la seule chose. Ça se fait aussi, hein, j'ai des collègues qui le font, mais pas moi. Mais sinon, oui, un peu tout. Ouais. On arrive gentiment à la fin de l'interview et j'ai 3-4 questions que je pose à tous nos invités. Pour toi, en quelques mots, parce que tu as déjà globalement répondu dans cette interview, quelle est ta vision idéale de l'équitation? Pour moi, c'est le mythe du centaure, la vision idéale. C'est faire qu'un seul être. Comment vois-tu l'équitation en 2050? Ça peut être positif, négatif? Ouais, c'est une bonne question. J'espère profondément que toute cette partie de compréhension du cheval, d'éducation, elle va prendre de plus en plus d'ampleur, que les gens se rendront compte à quel point c'est utile pour eux. Concernant toute la thématique du sport, de la compétition, je sais pas. Je sais pas où ça ira, jusqu'où ça ira, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de débats là autour. Tu émets quelques doutes? J'ai un peu des doutes. Moi, j'aimerais vraiment, vraiment que ça bouge parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois qui me déplaisent. On parlait du dressage, j'ai beaucoup de peine avec ce qu'on voit en dressage en compétition. Encore une fois, il ne faut pas mettre tous les gens dans le même panier, hein. Il y a des gens qui font du super boulot, mais je trouve que ça a plus grand-chose à voir avec cette recherche de l'équilibre, de la légèreté et de la compréhension du binôme. Je parle de cet exemple-là parce que c'est celui que je connais le mieux, mais personnellement, j'ai des réserves vis-à-vis du fait d'aller à un haut niveau en compétition avec un animal. Je me demande toujours à quel moment on oublie qu'on a un animal dans les mains et pas une moto. Les objectifs du cavalier, au bout d'un moment, pour toi, ils passent de toute façon avant Je dis pas de toute façon, mais tu sais pas, t'arrives pas à y répondre. ouais, c'est quelque chose qui me... c'est pour ça que moi je fais pas de compétition en fait. C'est ça qui m'attire pas du tout là-dedans. T'aurais peur de ouais, passer dans le ouais, mauvais côté en fait. oui, c'est ça. Et probablement qu'on peut le faire, mais je pense que plus il y a de pression médiatique et financière aussi, hein, parce que les gens qui vivent de ça, voilà, c'est leur métier. Et il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Plus je m'interroge justement sur le côté éthique. Encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui font ça super bien, avec beaucoup d'amour pour leur binôme cheval. Mais franchement, le milieu de la compétition, je me demande ce que ça va devenir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'interrogent aussi là-dessus. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent vraiment changer. Si là, je te donne une lampe de génie, je ne l'ai pas encore, hein. Si quelqu'un veut nous sponsoriser notre lampe de génie, je n'ai toujours pas ma lampe de génie. Donc, tu l'imagines. Jusqu'à maintenant, on faisait le bocal de bonbons. Voilà. Si tu as 3 vœux à faire. Et pour les chevaux en général, que les gens ouvrent les yeux sur le fait qu'ils comprennent souvent pas beaucoup leur cheval et leurs besoins. Parce que je parlais juste avant de la compétition, mais je trouve que dans le milieu amateur, il y a aussi de la maltraitance passive parce que les gens savent pas ce que c'est les besoins d'un cheval. Donc j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup que tous les cavaliers soient conscients de ce que c'est les besoins fondamentaux d'un cheval. Du mouvement, du contact social et à manger à volonté. Parce que ça, franchement, il y a tellement d'exemples où c'est pas fait et où les chevaux sont malheureux malgré tout l'amour que les gens ont en fait pour eux. Ça me rend super triste. Et ça serait chouette que ça change. Donc, un vœu. Deuxième. Un deuxième vœu. Je t'en pose des cols hein, quand même. Je tiens à préciser quand même pour les auditeurs que Marie-Claude n'a pas voulu recevoir les questions avant. Elle a vraiment voulu jouer la spontanéité. Et c'est pas un exercice facile, mais je pense que c'est ce qui rend cette interview vraiment authentique. Et c'est vraiment l'image que j'aimerais de Confidence Équestre. Donc déjà, je te remercie pour ça, c'est génial. Donc deuxième vœu. Le deuxième vœu, allez, un pour mon knacky quand même, parce qu'il mérite. Qu'il ait la plus belle vie que puisse avoir un cheval. Que ça réponde autant que possible à ses besoins et puis à qui il est.
qu'il puisse s'exprimer et puis ouais, et puis vivre comme un cheval, vraiment. Trop bien. Troisième. Et puis le troisième, peut-être par rapport à ma pratique d'ostéo, que je continue à croiser autant de gens intéressants, autant de disciplines différentes qui me permettent d'aider toujours plus les chevaux et les autres animaux aussi, mais tout spécialement les chevaux, que la vie continue de me mettre toutes ces personnes hyper intéressantes sur mon chemin pour que je puisse avancer, devenir meilleure, et puis pas devenir meilleure dans un sens hyper égocentré, mais pas dans la technique, mais que je devienne un meilleur humain. Ouais, humainement. Vraiment que je puisse aller vers des meilleures versions de moi-même pour pouvoir aider encore plus, quoi. J'adore. C'est une lourde tâche, mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Trop bien, j'adore. J'étais sûre que de t'inviter, ça allait... J'adore tes réponses, franchement, c'est super. Une question que je pose aussi à nos invités. Si demain, tu te connectes à Confidence Équestre, quel invité tu aurais envie d'écouter? C'est con parce que je ne sais pas si elle parle français, mais il y a une personne qui milite beaucoup justement pour le dressage et puis pour que la pratique change, c'est Anja Beran, c'est une cavalière allemande dont j'apprécie beaucoup le travail. Je sais que tu es assez admirative de son travail. Oui, alors je ne l'ai pas rencontrée personnellement, donc je ne peux pas vous parler de la personne elle-même, mais je trouve que ce qu'elle cherche à transmettre dans le travail des chevaux est très beau. Et c'est un bel exemple de hors contexte éthologie. C'est un bel exemple que j'ai envie de suivre, et je serais curieuse justement, je serais curieuse d'entendre ce qu'elle aurait à dire sur des sujets comme ça, de voir un peu plus qui est la personne derrière la cavalière. Voilà. Ouais. Mais du coup, ça me fait un joli challenge. Ouais, ça me ferait un joli challenge. Ça peut être des jolis objectifs. De toute façon, j'ai une liste. Je marque tous les noms que j'aurais envie d'accueillir dans mon podcast. Certains grands noms, mais rien n'est impossible. Hein. Il faut savoir rêver grand. Oui. C'est important. Ok. Donc, c'est toi qui vas conclure ce podcast. Avant de conclure, je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté mon invitation, parce que vraiment, j'avais à cœur de t'accueillir ici, parce qu'on peut discuter des heures sur beaucoup de sujets autour du cheval et de la compréhension, et je savais que tu étais complètement en accord aussi avec ce que moi je ressentais. Je savais que tu avais beaucoup à partager avec nos auditeurs, que ce soit par le parcours avec ton cheval et aussi la professionnelle que tu es en ostéopathie. Je te laisse prendre le clap. Hein. Je vous rappelle, tu avais écrit un mot derrière. Est-ce que tu peux montrer ce mot à la caméra et m'expliquer pourquoi ce mot? Bon, il y a 2 mots, j'ai mis « c'est lui ». C'est parce que quand tu m'as demandé de l'écrire, là, on parlait pas mal de mon petit cheval, là, Knaki, et puis voilà, je pense que c'est le cheval de ma vie, donc c'est ça qui m'est venu. Donc la cavalière d'aujourd'hui, c'est lui. Oui, et puis que surtout je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois dans sa vie, parce que vraiment c'est juste génial d'avoir un cheval pareil sur sa route, c'est chouette. Je pense que trop bien. Ouais, c'est une sacrée chance. Du coup, je te laisse clapper la fin. Allez. Ce podcast vous a plu? Alors mettez 5 étoiles ou un like selon votre plateforme d'écoute. Laissez un commentaire pour partager vos impressions ou pour en savoir plus sur nos invités ou sur mon podcast. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Pour donner de la visibilité, partagez-le un maximum autour de vous. J'ai besoin de vous pour faire connaître Confidence Équestre. Je vous invite également à suivre mes invités et moi-même sur nos divers réseaux sociaux. Vous trouverez les liens ci-dessous. Un invité vous ferait plaisir? N'hésitez pas à nous partager vos idées et vos envies. À très bientôt pour un prochain épisode de Confidence Équestre.